L'histoire est une matière importante, fondamentale. Pas pour nous musulmans uniquement, mais pour tous les êtres humains. D'accord? Vous allez dans tous les pays sur Terre, dans toutes les écoles, on enseigne de l'histoire. L'histoire, c'est comme les maths, c'est comme la langue, c'est fondamental et important. Pourquoi? Pour savoir d'où on vient. Parce que l'orphelin souffre parce qu'il ne connaît pas ses parents. N'est-ce pas? L'orphelin. Il souffre, il ne connaît ni son père ni sa mère. Mais il souffre parce qu'il n'a pas reçu de son père et sa mère ce qu'un autre enfant a reçu. Qu'est-ce que nos parents nous donnent quand ils nous élèvent? Ils nous donnent beaucoup de choses. Ils nous donnent de l'amour, c'est ça. Ils nous protègent. Ils nous donnent leur expérience, c'est ça. Mais ils développent chez nous surtout une fierté. D'accord? Celui qui grandit et qui a comme exemple un père et une mère qui sont des gens extraordinaires, il essaie de reproduire cet exemple, voire même il l'améliore. L'histoire est fondamentale. Si vous voulez détruire quelqu'un, tuez sa mémoire. C'est ça? Celui qui n'a pas de mémoire est mort. Et d'ailleurs, le propre de l'homme, c'est la mémoire. Non, les animaux, ils n'ont pas de mémoire. Le propre de l'homme, c'est la mémoire. Et le Coran nous enseigne cela. Puisque un tiers du Coran, il fait d'histoire. Le Coran, tu le partages en 3, 600 pages, 200 pages, un tiers, Toulouse. Du Coran, ce sont des histoires. C'est impressionnant. Les versets du Coran qui parlent du halal, du haram, des règles, c'est juridiques, des lois, des obligations, des interdits. Vous savez, ils sont combien à peu près dans le Coran? À peu près 500 versets. Ouais, pas plus. 500. Alors que les versets sur l'histoire sont 2000. 2000, un tiers. Il y a 6236 versets dans le Coran. Et les musulmans vont se concentrer beaucoup plus longtemps sur quoi? Sur les détails techniques, c'est ça? Que ce soit la prière, ou que ce soit le jeûne, ou que ce soit le pèlerinage. Et l'histoire, pour eux, c'est secondaire. Ouais. Voire même, peut-être, c'est même pas nécessaire. Pour vous montrer qu'on a un gros problème d'éducation intellectuelle et spirituelle. Si un tiers du Coran il fait d'histoire, c'est parce qu'il y a une raison. Eh oui. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Vous avez dans les récits, les histoires de ceux qui vous ont précédés, des leçons. Eh oui. L'histoire, c'est quoi? C'est une réserve où l'on doit puiser, où l'on doit se ressourcer. Pourquoi? Pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Parce que l'histoire se répète, tout simplement. C'est une loi. Il y a des lois en économie, oui ou non? Il y a des lois physiques. Il y a des lois sociologiques et historiques. Tu fais ça, tu auras ça. Tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Je dis dans le Coran, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. C'est une loi. Ouais. Ne vous disputez pas, ne vous prenez pas le bec, parce que vous allez vous diviser. Votre force va disparaître. Allez, vous allez vous affaiblir et vous allez disparaître. C'est une loi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Unissez-vous tous autour de la même idéologie, la même pensée, et ne vous divisez pas. Si vous voulez rester, sinon vous allez disparaître. Ça, c'est de la théorie, ce que je viens de dire. Vous voulez la preuve? L'histoire. Lisez le Coran, Dieu nous donne des exemples. Regardez, tel peuple, voilà ce qui leur est arrivé. Ils ont fait, ils n'ont pas fait, ils ont obéi, ils ont désobéi. Celui qui ignore l'histoire va disparaître. On ne parlera pas de lui. Il va quitter l'histoire et la géographie aussi.
les deux. Il va être rayé de la carte. Oui. Donc c'est une matière fondamentale et importante. Est-ce que vous savez que lorsque les Anglais ont colonisé l'Égypte, le premier à avoir colonisé l'Égypte, c'est Napoléon, c'est ça? Il s'est pris une claque, il est parti. Les Anglais l'ont remplacé. Regardez ce que vont faire les Anglais, qui sont beaucoup plus malins que les Français lorsqu'ils colonisaient. Ils ont dit, il faut qu'on éloigne les Égyptiens de ce qui fait leur force. En fait, il faut les affaiblir. Vous savez, un corps, il a quoi? Il a des anticorps. Hein? Un microbe qui rentre, le corps réagit, le combat, et il expulse. Le sida, c'est ce que c'est le sida? Hein? L'immunité n'existe plus. Très bien. Regardez ce que dit Lord Gladstone. Si vous voulez qu'on les domine et qu'on les colonise pour toujours, il faut les éloigner de leur livre, le Coran. C'est leur référence, c'est leur ciment. Le ciment intellectuel, le ciment spirituel, etc., etc. Comment faire pour les éloigner? C'est pas en brûlant les Corans. Les Corans, ils sont dans la tête des gens et ils vont les réécrire. Vous savez comment faire? Non, il est trop malin. Regardez ce qu'il a dit. On va tuer la langue arabe. Eh bien oui. À quoi il sert le Coran si tu ne comprends pas? Tu vas à la mosquée, t'es assis, l'imam il récite du Coran, tu ne comprends rien. C'est comme s'il avait récité, je ne sais pas, Paris Match. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va combattre la langue. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que nous, Français, on fera en Algérie. Première des choses, on a tué la langue française. On a tué la langue arabe. Les Algériens sont devenus francophones. Ils ne pouvaient plus entrer en contact avec leurs ancêtres, l'histoire, c'est ça, ni avec leur religion, le Coran, ni avec leurs savants qui parlaient l'arabe. Donc, regardez ce qu'il dit le malin. On va tuer, on va les dominer en leur retirant la langue, qui est l'outil qui leur permet d'accéder à quoi? À leurs références spirituelles, religieuses, leurs références aussi historiques. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les empêcher de quoi? De s'unir et de se retrouver. Parce que l'union fait la force. Bref, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sachez que la couronne anglaise, les colons vont débloquer un budget pour financer, écoutez bien, un projet de réécriture de l'histoire. Je ne sais plus comment il s'appelle cet historien anglais, orientaliste, donc spécialiste du monde musulman, de l'histoire de l'islam. Vous savez ce qu'il va faire? Les livres scolaires en Égypte, les livres d'histoire vont être écrits par qui? Par ce colon anglais orientaliste. Et ça n'a pas été fait uniquement en Égypte, ça a été fait presque dans tous les pays musulmans. Le petit musulman, il va à l'école, dès qu'il entre, on va dire au collège, il fait l'histoire du monde musulman. Écoutez bien, vous savez qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend une vérité historique qui a été surdimensionnée. Les musulmans, ils ont passé leur temps à se faire la guerre, à s'entretuer, à se diviser. C'est que du sang pendant 1400 ans. Et vous savez à cause de quoi? À cause de leur religion. Et à côté, qu'est-ce qu'il leur enseigne? L'Occident, l'Europe. Ouais. L'Europe s'est entre-déchirée, elle aussi, à cause de la religion. Quand ils se sont débarrassés de leur religion, ils se sont développés, sont devenus des pays modernes. Conclusion, chers musulmans, vos ancêtres étaient des monstres et des diables, c'est ça? Ne soyez pas du tout fiers d'eux. Ils n'ont rien fait de bien. On a tué volontairement les fastes de la civilisation musulmane. Vous entendez? On a mis en évidence les tares. Et la solution, c'est devenir laïque. C'est quoi la laïcité? Débarrassez-vous de votre dîme, de votre religion, qui est l'opium du peuple,
et vous allez vous civiliser. Vous imaginez, depuis le primaire, le collège, les petits musulmans grandissent avec ça. Et finissent comment, à votre avis, quand ils arrivent au bac, à la fac? Énervé. Très vénère. Tout sauf fier d'être musulman. Tout sauf fier d'appartenir à une communauté. Tout sauf fier de leur ancêtre. Ouais. C'est terrible hein, comme stratégie, non? Allez, restons pragmatiques et concrets. Ici, là où nous sommes, là, ici, nous sommes en Andalousie. Les musulmans sont restés en tant que communauté qui avait un pouvoir, donc une certaine liberté et indépendance, 809 années. C'est ça? Jusque la chute de Grenade. Mais ils sont restés encore après, en tant que dominés, pendant à peu près 150 ans. Vous êtes d'accord? Donc ça fait presque 1000 ans. Ouais. Dans les années 30, quand vous prenez des livres d'histoire, donc l'histoire qu'on enseigne aux petits Espagnols dans les écoles, donc ils vous parlent de l'Espagne donc au temps de l'homme de Cro-Magnon, c'est la préhistoire, c'est ça, l'Australopithèque, après ouais, l'âge de bronze, l'âge de fer, hein, et on arrive. Et à un moment donné, écoutez bien, ils arrivent à une période de l'histoire de l'Espagne. En 711, les Arabes envahissent l'Espagne, c'est ça, virgule, sont restés 8 siècles, virgule, les rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand vont les expulser, c'est la Reconquista 1492, point final. 800 ans, 950 années de présence de l'islam et des musulmans, résumé en 2 lignes et demie, 3 lignes. Vous entendez? C'est quoi ça? C'est de l'amnésie. Les mecs, ils ont eu un trou, tu sais, le cerveau, il a bugué. Ouais. Vous comprenez l'importance de l'histoire maintenant? Comment l'histoire, c'est une des matières les plus sensibles. Les plus sensibles. T'es nul en maths, c'est pas grave. T'es nul en anglais, en espagnol, c'est pas grave. En physique, ce que tu veux. Mais vous n'avez pas intérêt d'être nul en histoire. Sinon, vous allez disparaître. La preuve. Nos historiens français, nous, quand ils ont commencé à écrire l'histoire de France, hein, Michelet, 16e, 17e siècle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien. Ils ont créé des mythes. Eh oui, à sentir, des mythes. Quels sont ces mythes qu'ils ont créés? Le peuple français, les Francs. Ils ont inventé des héros. Ils ont inventé des moments forts de l'histoire de France pour créer quoi? La nation française dans la tête et l'esprit des gens. Vous entendez? Une fois que là, dans la tête, ah oui, la France, elle existe dans ta tête, elle existe après, tu la crées, tu la défends, tu la développes au niveau politique, au niveau économique, au niveau géographique. Ouais. Ainsi, Jeanne d'Arc. Waouh, Jeanne d'Arc, c'est ça. Vercingétorix, c'est ça. Ils ont même inventé l'autre, là, dans son petit dernier village gaulois qui a résisté à Astérix. Ouais. Oui, on a créé des héros. Et wallah, il y a des historiens français honnêtes, ils ont écrit toute une série de livres sur les mythes fondateurs de l'histoire de France. On est le baratin historique pour que le français lambda pense et croit et soit fier d'appartenir à une nation waouh, ancestrale qui remonte avant même Adam et Ève, ouais, et qui a toujours été forte et puissante, etc., etc., etc. Comme la bataille de Poitiers. La bataille de Poitiers, ils en ont fait une victoire. Waouh, on les a mangés, les Arabes. Ouais. Alors que c'est pas vrai. On en parlera, vous verrez. Par contre, nous musulmans, ouais, notre histoire, on ne connaît rien du tout. Ça ne veut pas dire que nos ancêtres étaient les meilleurs. Hein. Ils ont fait du bien, ils ont fait du mal.
ils ont fait des bonnes choses, ils se sont plantés. Mais le bien qu'ils ont fait, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît la grandeur et la beauté de la civilisation musulmane? Non. On l'a même étouffé. Ouais. Étouffé. Nous, on a été à l'école. Ouais. Je me souviens, en 5e, on te parle de l'islam. On te parle de quoi en 5e? Tu prends le livre scolaire. Ouais. On te parle de la djihad. C'est ça, hein, la guerre sainte. Pire, il y a combien? Il y a 10 ans, 12 ans, livre d'histoire, écoutez bien, de terminale. Terminale, hein. Sur le livre d'histoire, sur la couverture, vous savez c'est quoi? 2 tours avec 2 avions qui rentrent dedans. C'est puissant quand même. Hein. 2 tours, 2 avions. Livre d'histoire. Où ça? Chez nous en France. Ah ouais. Mon fils, papa regarde le livre d'histoire qu'ils nous ont donné. C'est terrible. Hein. T'as la chair de. C'est plus que grave, c'est de la folie même. Parce que c'est pas de l'histoire, ça, c'est de l'actualité. Ils ont déjà entré dans l'histoire. Exactement. Pour vous montrer que c'est pas neutre l'histoire. C'est pas neutre. Hein. L'histoire a un objectif, c'est de façonner l'esprit des gens. Regardez ce qui m'est arrivé, c'est un vécu. Donc c'est évident, t'es en seconde, l'histoire, tu dis non, c'est pas possible, mes ancêtres c'était pas des tordus à ce point-là. Bref. Non mais, je veux dire, bon, personnellement j'étais déjà un islamiste, donc j'étais gêné. Mais celui qui ne l'est pas, il croit que c'est vrai, il avale la couleuvre. Moi je me souviendrai toujours, regardez l'impact de l'histoire. Je devais avoir 22, 23 ans, hein. J'étais déjà en première année ou deuxième année de fac. J'ai voulu rencontrer un très grand savant musulman qui a fait énormément de bien à l'islam de France, à travers tout ce qu'il a écrit, à travers tout ce qu'il a fait aussi, parce que c'était quelqu'un d'actif. Il s'appelle le professeur Cheikh Mohammed Hamidullah. D'accord? Il est décédé il y a à peine 10 ans. Hein. C'est ça? Comment? Oui, oui, il habitait à Paris. Ouais, il est d'origine indienne. Hein. Mais bon, c'est un érudit en fait. Il est polyglotte, il connaît 6-7 langues. Il écrit dans plusieurs langues. Bref, c'est vraiment... oui, la traduction du Coran en français, c'est presque la meilleure. D'accord? C'est le premier d'ailleurs qui va éditer une traduction avec le texte français, le texte arabe. Hein? Avant, quand tu avais traduction des orientalistes, c'était que le français. Tu n'avais pas la possibilité de regarder. C'est le premier qui le fait avec des annotations, avec des commentaires. C'est pas n'importe qui, Hamidullah. Attention, hein. Prenez son livre, la vie du prophète, le prophète de l'islam, sa vie et son œuvre en 2 volumes, Initiation à l'islam. Il a écrit des dizaines de bouquins. Mais c'est quelqu'un de profond. C'est pas n'importe qui au niveau international. C'est quelqu'un qui a édité des manuscrits. C'est quelqu'un qui a enseigné dans plusieurs universités. Bref, donc comme à l'époque, dans les années 60, fin 70, début 80, les livres en français, ça courait pas les rues. Hein. Quand on trouvait un, c'est un trésor. Ouais. Des livres en français écrits par des musulmans avec une explication, une présentation de l'islam sain, ça courait pas les rues. Il y avait Hamidullah, il y avait Nasruddin, un cheikh tunisien, il y avait Subhi Saleh, bref, ils n'étaient pas nombreux. J'ai appris qu'il était à Paris, j'ai décidé d'aller le voir et de le rencontrer. Je l'ai trouvé, Paris 11e, effectivement, pas loin de la mosquée de Stalingrad. Je trouve son adresse, il habite dans une chambre de bonne. Il n'a jamais été marié. Ouais. Et il vivait vraiment, c'était un ascète. Je frappe, j'entre, salam alaikum, alaikum salam, voilà, je me présente, bref, entre, assieds-toi, donc il faut trouver de la place. Hein. Sa chambre de bonne,
Tu fais attention de ne pas pousser une pile de livres qui va tomber dessus et qui va faire, tu sais, les Lego là, hein, et tout va tomber. C'est impressionnant, c'est que ça, rien du tout. Et il me dit, assieds-toi mon enfant, mon fils, le temps que je fasse mes ablutions, que je me prépare, parce que je dois aller à la mosquée de la rue de Tanger, la mosquée de Saint-Grade, pour faire une conférence. Et en attendant, tiens, lis ça. Et il me sort une revue où il a écrit un article. À l'époque, il faisait partie de ceux qui ont fait éditer la revue Le Musulman, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc il me dit, lis ça. Et c'était quoi l'article? Écoutez bien, les musulmans ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ouais. Et je me mets à lire ça. Alors imaginez-vous l'impact. Ouais. Tu as fait 15 ans d'école. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, 1492, etc. Et tout d'un coup, tu te prends une claque. On te dit stop, ça. C'est une arnaque, c'est un mensonge. Ceux qui ont découvert l'Amérique, ce sont les musulmans. Et les musulmans, ils n'ont pas détruit l'Amérique quand ils l'ont découvert. Hein, ils n'ont pas exploité, tué les... Hein. Et preuve à l'appui, puisque dans nos livres d'histoire, lesquels de livres d'histoire? Écrits par les savants musulmans d'Andalousie. Ouais. Avant 1492. En 1250. Ouais, dans les années 1250, les musulmans ont découvert. Et on l'a dans nos livres d'histoire aussi. Ouais. C'est écrit noir sur blanc, et c'est décrit. Ouais. Ils sont partis de Cordoue. Ouais. Tu lis ça, tu apprends ça, tu dis, mais c'est pas possible. On nous cache des choses. Ouais. Puis après, tu fais des petites recherches, qu'est-ce que tu découvres? Tu découvres que les fables de La Fontaine, bah, c'est pas tellement La Fontaine. Ouais. Il a oublié de dire que c'est Ibn al-Muqaffa, ouais, Kalila et Dimna. D'accord. Quand tu prends la Divine Comédie de Dante, tu dis oulala l'arnaque. Ouais. Description du paradis de l'enfer, c'est très coranique. Ouais. Vous voyez les emprunts, les plagiats. En fait, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de la part, malheureusement, de certains intellectuels, de cacher des vérités historiques, ouais, pour faire croire que la civilisation musulmane n'a jamais existé. Les musulmans, c'était des barbares, ouais, des islamistes, intégristes, fondamentalistes, okay, terroristes, et que la lumière, bah, c'est nous. Ouais. C'est l'homme blanc, c'est l'Occident, alors que c'est une arnaque. Alors, il y a depuis quelques décennies des intellectuels honnêtes, ouais, qui commencent à nager à contre-courant et qui disent, allez, on arrête le mensonge, stop, voilà la vérité historique. Sigrid Unke, ouais, le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Ouais, c'est la preuve qu'il y a des gens honnêtes et beaucoup d'autres, hein, il n'y a pas que eux. Bref, c'est bon pour l'importance de l'histoire. Un tiers du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait à ses compagnons les histoires des peuples précédents. Le Coran le fait sans arrêt. Tout ça pourquoi? Pour prendre ce qu'il y a de bien chez tout le monde, éviter les erreurs que tout le monde a fait. C'est clair? Très bien.